Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon mois de janvier, donc des lectures qui l'ont composé, mais je vais faire aussi un petit aparté à la fin pour vous parler de 2-3 autres trucs. Comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez sauter, je vais chapitrer la vidéo, donc voilà, vous faites comme vous le sentez. Je commence par une petite introduction pour vous dire que j'ai lu pas mal ce mois-ci, mais je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus. Pourquoi? D'abord, le premier, je vais l'intégrer en fait dans une vidéo qui sortira dans 15 jours. Du coup je me disais que ce serait un peu dommage d'en parler 2 fois puisque du coup ça va être assez redondant, donc vous en entendrez bientôt parler mais pas tout de suite. Le deuxième parce que c'est une suite de séries que j'ai commencé en décembre et c'est vraiment pas terrible et en fait j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, donc comme je vous ai pas parlé du premier tome, j'avais pas très envie de vous parler de ce deuxième tome et d'autant que la série je vais l'arrêter, donc voilà. Pour les curieux et curieuses, c'était de la romantaisie qui était pas ouf. Et du coup, voilà. Mais le reste de mes lectures, on va en parler tout de suite et on va commencer par le premier livre. Évidemment, je commence la vidéo et le soleil vient d'arriver. Je vais vraiment pas me plaindre, mais du coup, vous allez voir un petit peu, voilà, la lumière changer. Parce que je suis devant ma fenêtre et j'ai la séparation de ma baie vitrée qui fait un peu d'ombre. Donc on va essayer de faire au mieux, mais du coup on va pas se plaindre, il fait beau. On va donc commencer par Migration de Charlotte McConaghy, qui a été traduit par Anne-Sophie Bigot. Migration, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est obsédée par la dernière migration des sternes arctiques. On est dans un monde où l'écocide est très très avancé, dans le sens où il y a quasiment plus d'animaux terrestres, les fonds marins sont quasiment vides, il y a presque plus d'oiseaux non plus, et la jeune femme qui est la narratrice de ce roman est à fond. Elle est fascinée, obnubilée par ces sternes arctiques et elle veut absolument suivre leur migration qui sera peut-être leur dernière, qui va du pôle nord jusqu'au pôle sud. Pour ça, elle a besoin d'un bateau et donc elle va essayer de se faire embarquer par un bateau de pêche notamment, alors qu'elle déteste la pêche, elle déteste les pêcheurs. Les pêcheurs sont d'ailleurs très mal vus puisqu'on considère que c'est eux qui sont responsables du fait que les océans soient vides, qu'il n'y ait plus de poissons. Et malgré ses préjugés, elle va quand même essayer d'embarquer sur ce bateau et de suivre les sternes arctiques pour aller voir leur dernier voyage. C'est un roman qui est très profond, il m'a beaucoup émue. Alors ça parle évidemment d'écologie, ça parle de l'impact qu'a l'être humain sur la Terre, ça parle un petit peu, ça prend les pires, les pires prévisions des climatologues et ça nous les met en pleine face. J'avoue que bon, ça c'est le côté un peu déprimant. Fanny, la narratrice et personnage principal, c'est pas un personnage que je trouve agréable, mais on arrive à la suivre parce qu'en fait on arrive à compatir et surtout elle est profondément humaine. C'est un personnage qui a été très très bien construit, on sent qu'elle cache des choses, qu'elle ne nous dit pas tout, on sent qu'il y a autre chose qui la motive plutôt que cette migration de sterne. J'avais deviné la raison assez rapidement, j'avoue, mais j'ai quand même été accrochée et surtout j'ai pleuré à la fin. Donc l'autrice a quand même réussi à, malgré un tour un peu prévisible, à m'embarquer avec elle dans l'émotion. C'est un récit qui est profondément humain, qui parle beaucoup de relations entre les gens, qui parle beaucoup de culpabilité, de malhonnêteté, enfin d'honnêteté qu'on peut avoir envers soi-même ou envers les autres. C'est intelligent, c'est sensible, c'est très bien écrit. Je pense que ce sera vraiment pas ma dernière occasion de lire l'autrice. Elle a sorti un autre livre qui s'appelle Je pleure encore la beauté du monde. Et récemment, l'année dernière, elle en a sorti un autre. Il faut que je retrouve le nom parce que là j'ai le titre qu'en anglais. Je vous le mettrai au montage. Et je pense que je vais me lancer à nouveau avec elle parce que c'était vraiment une lecture qui m'a profondément marquée. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, vous avez sans doute entendu parler de La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr dans mes vidéos. C'est un livre qui a remporté le prix Goncourt et que j'avais eu pour une bouchée de pain chez Gibert Occasion. Je l'avais acheté pour ça notamment, mais aussi parce que ça avait l'air d'être un prix Goncourt qui pour une fois me parlait.
Et en fait, j'avais lu les 2-3 premières pages, j'avais pas tellement accroché. Le résumé finalement m'attirait plus tant que ça, donc j'ai décidé de le laisser de côté, de le donner. Et j'avais pas regretté ma décision. Chez Gibert Occasion toujours, je suis par contre tombée sur Deux purs hommes du même auteur. Et je me souviens que j'ai un ami qui l'avait lu et qui l'avait apprécié. Il est plus court, beaucoup plus court, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être un bon crash test, on va dire, pour la plume de l'auteur, voir si elle me déplaisait autant que les 3 premières pages du prix Goncourt. Et en plus ça parle d'homosexualité au Sénégal, donc voilà, je me suis dit que tout était réuni pour que je passe un bon moment. Et non, pas du tout. Il faut savoir que si vous êtes sensible à l'homophobie, faut vraiment pas lire ce livre. C'est blindé de réflexions homophobes. En même temps, quand on voit la situation au Sénégal par rapport à l'homosexualité, c'est pas si étonnant. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit autant assumé par le narrateur. Le narrateur qui est du coup quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à cette question, qui est s'est un peu laissé porter par la société dans laquelle il vit. Mais pourtant il va être en fait obnubilé par il y a beaucoup d'histoires de fascination dans mes lectures. Il va être obnubilé par une vidéo qui a fait le buzz au Sénégal, d'une profanation de sépulture, des gens qui ont été en fait déterrer un cadavre, le cadavre d'un homme, et qui l'ont ils ont fait une espèce de procession dans la rue en balançant des malédictions parce qu'en fait cet homme était soupçonné d'être homosexuel. Et l'homosexualité étant très mal vue, ça avait fait un énorme buzz. Et du coup, le narrateur qui est prof à l'université de Dakar va nous parler en fait de son cheminement à cause de cette vidéo. Il va rencontrer des personnes qui gravitent plus ou moins autour du milieu LGBT, qui gravitent plus ou moins dans son cercle en fait, puisqu'il s'agit de ses proches pour la plupart. Et ça aurait pu être intéressant puisqu'on sent qu'il y a un vrai chemin qui mène le narrateur de ses préjugés jusqu'à la situation finale. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était très... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment eu du mal à le suivre. Il est non seulement homophobe, mais il est aussi sexiste. Enfin, son rapport avec les femmes m'énervait au plus haut point. Et la plume est pas si simple que ça, dans le sens où on sent que la personne qui l'a écrit, on sent que l'auteur sort d'une université, d'une fac de lettres, parce qu'il a une plume qui est très recherchée, avec des figures de style assez empoulées, avec enfin, je sais pas comment vous dire, c'est pas fluide, c'est pas très moderne, et ça s'écoute parler, quoi. Et alors, ce que j'avais trouvé un petit peu fort, c'est que l'auteur, je pense, en est conscient, puisqu'à un moment donné, il fait en sorte qu'un de ses personnages secondaires call out un peu ce personnage principal là-dessus, en lui disant qu'il en fait trop. Mais c'est un peu une manière de nous dire « je sais, mais je m'en fiche », et du coup, voilà. Donc je sais pas quoi penser de ce livre. Peut-être que je l'ai pas compris, peut-être qu'il me manque une grille de lecture. Je sais juste que moi, j'ai pas du tout passé un bon moment, qui va repartir... de là où il vient, et ouais, c'était vraiment pas une réussite. Ensuite, j'ai plus le livre avec moi parce que, si vous voulez tout savoir, je l'ai rendu à ma maman. Il s'agit des Voleurs d'innocence de Sarah Walker, qui a été traduit par Yannick Jouin de Laurence. Et du coup, l'histoire, c'est années 50, États-Unis. Monsieur Chappelle, qui est vendeur d'armes, vit avec sa femme Belinda et ses 6 filles, qui portent toutes le nom d'une fleur, dans une énorme bâtisse victorienne. Sauf que derrière cette façade idyllique se cache une malédiction. La sœur aînée, Aster, se marie, et le lendemain de son mariage, elle meurt. Et 1 an plus tard, il arrive exactement la même chose à la deuxième sœur, qui s'appelle Rosalinde. Et en fait, ces 2 morts ont été prédites par la mère, Belinda. Donc, nous, on suit le point de vue de la narratrice qui est Iris, la 5e des 6 sœurs, pardon. Et en fait, c'est elle qui va nous raconter cette histoire et la malédiction qui est tombée sur sa famille.
j'ai trouvé ma lecture moyenne, pour être honnête. Sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Les critiques que j'avais lues parlaient d'un roman féministe, un roman sororal, avec un aspect gothique, et du coup, voilà, sur le papier, tout pouvait me plaire. Mais je pense qu'en fait, l'autrice a été trop gourmande. Elle a voulu mettre trop de choses dans ce roman, et ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'elle voulait à la fois faire un roman gothique, un roman américain et un roman féministe. Et sauf que, en fait, à vouloir faire trop de choses, elle s'est un peu perdue en route. J'ai trouvé, par exemple, le féminisme, il est beaucoup... il est pas du tout subtil, puisque l'idée, c'est que chaque sœur qui perd sa virginité avec un homme meurt. Il n'y a pas moins subtil comme message, je pense. Je suis la première à dire que... les mecs sont horribles. Ne venez pas me dire not all men dans les commentaires, parce que je supprime à vue. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis consciente que oui, les années 50, la condition féminine était horrible. On a la preuve avec la mère, donc Belinda, qui se fait interner par son mari de force. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont pas. Le fait que le mariage soit vraiment un élévateur social et que les femmes qui sont pas mariées sont mal vues. Il y a plein de choses qui étaient intéressantes de dénoncer dans les années 50 aux États-Unis, et pas que, hein. En France, on n'était pas mieux lotis. Mais pour le coup, je trouve que le message de ces sœurs-là qui perdent leur virginité et qui meurent juste après, ça a pas l'impact que c'était censé avoir, pour moi. Donc ça, j'ai eu un peu de mal. Je me suis aussi beaucoup ennuyée pendant toute la première moitié du roman. C'est une petite brique qui fait 600 pages, et je vous avoue que la première moitié, moi, je l'ai trouvée interminable. Alors je sais que dans le roman gothique, il y a une espèce de mise en tension. Normalement, on prend son temps pour poser les jalons, pour expliquer un peu l'ambiance, les personnages, avant la montée du rythme, et surtout la montée de la tension sur la fin. Mais Là, vraiment, je trouve que c'était pas nécessaire que ce soit aussi... Je sais pas, le rythme, pour moi, il était un peu aux fraises, dans le sens où la première moitié se traîne, c'est interminable, la deuxième moitié est déjà un peu plus saccadée, puisque du coup, l'autrice a perdu beaucoup trop de temps avec sa première moitié, donc elle est obligée de courir après la caravane. Et ça, c'était un peu dommage. Pourtant, j'ai adoré la fin, j'ai trouvé la fin très très intéressante. Elle était vraiment bien amenée, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que l'autrice sait vraiment bien écrire les femmes qui ont vieilli. C'est bizarre dit comme ça, mais j'ai trouvé son portrait de Iris devenue âgée assez sympa. Vraiment plutôt cool. C'était intéressant. Je pense que j'aurais presque préféré lire un roman qui contient les, on va dire, 100 dernières pages, que tout le reste. Donc c'est pas un résultat fameux, mais voilà. Oh, tu viens dire bonjour? Est-ce que tu viens dire bonjour? Bien, regarde. Et voilà. C'est la guest star. Et du coup, voilà. Donc ça, voilà, j'ai pas trouvé ça cool. Non, si, j'ai trouvé ça cool. Je sais plus ce que je disais, il me perturbe tout le temps, ce chat. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a plein de choses qui m'ont intéressée dans ce livre, parce qu'il y avait plein de sujets qui étaient très intéressants individuellement, mais mis bout à bout, beaucoup moins. Non. Mis bout à bout, beaucoup moins. Par exemple, l'autrice parle de lesbianisme, l'autrice parle de la condition de la femme, des asiles, des maisons de repos, ce genre de choses, de l'indépendance que cherchent les jeunes femmes à cet âge-là, et à cette époque-là surtout, de comment est-ce qu'on fuit sa famille, quelle est la responsabilité qu'on a envers sa famille. Il y avait plein de choses très très intéressantes, mais le résultat, pour moi, n'a pas fonctionné des masses, quoi. Du coup, Les voleurs d'innocence m'a laissé avec une frustration, celle de pas avoir vraiment eu ma dose de roman gothique, et du coup je me suis lancée dans une lecture qui traînait dans ma palle depuis un moment, et c'est Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. J'ai commencé la lecture avec un peu d'appréhension parce que j'avais lu La maison hantée de la même autrice, et en fait j'avais été un peu déçue. Pour moi, ça allait pas assez loin dans ce que ça proposait. Du coup, je me suis lancée un petit peu en mode, bon, on va voir ce que ça donne. J'avais envie de lire de la littérature gothique, donc je me suis lancée. Et qu'est-ce que j'ai bien fait?
Ça a été traduit du coup par Jean-Paul Gratias et l'histoire c'est deux sœurs, Marie-Catherine et Constance, qui vivent dans un très très grand manoir à l'orée de la ville, ville dans laquelle elles sont très mal vues, elles sont traitées en paria, et à raison, puisqu'en fait Constance a été accusée de la mort de toute leur famille, qui a été empoisonnée à l'arsenic. Ça pose les choses. Et du coup, nous, on suit Marie-Catherine qui est un petit peu particulière. Je pense qu'on pourrait la décrire un peu comme une manic pixie girl, dans le sens où elle est très ésotérique, elle a un côté un petit peu sorcière, un côté un petit peu marginal, elle est très bizarre, elle a un monde entièrement à elle. Elle va par exemple enterrer des choses qu'elle trouve dans la maison, autour de la maison, dans le terrain, pour protéger la maison. Elle va clouer des choses aux arbres pour protéger par exemple le jardin. Elle va, une espèce de communion avec un peu les esprits de la nature, un côté un petit peu sauvage. Et elle adore sa grande sœur Constance. Elle vit également avec un oncle qui a été rescapé finalement de cet empoisonnement général. Et il est invalide. Et lui, il n'a qu'une obsession, c'est écrire le récit des événements, comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, voilà. Donc on va suivre ces trois personnages qui sont tous un petit peu particuliers, jusqu'au jour où un cousin arrive, un cousin éloigné de la famille, et on comprend très vite qu'en fait son but c'est de récupérer l'argent qu'il y a à récupérer, et surtout de récupérer la maison. Et Marie-Catherine, ça lui plaît pas du tout. Marie-Catherine, ça lui plaît pas du tout, donc elle va tout faire pour être une enfant insupportable et faire en sorte que ce monsieur s'en aille. J'ai trouvé vraiment le roman super sympa. J'ai rigolé à 2 ou 3 reprises parce qu'il y a certaines répliques qui sont franchement incroyables. Le rythme ne nous lâche pas, je l'ai lu en une seule fois. Enfin, je l'ai ouvert, je l'ai pas refermé avant la dernière page. C'était vraiment très chouette. J'avais un petit peu senti venir le rebondissement, mais je l'ai trouvé cool. La fin est incroyable. Enfin, je l'avais pas vu venir, ça, pour le coup. Ça a un côté un peu cathartique. C'est un peu violent, hein. Faut s'accrocher, mais il y a quelque chose je sais pas comment vous expliquer, ça m'a vraiment marqué, il m'a vraiment beaucoup plu, et je pense que c'était d'autant plus vrai après le fiasco des voleurs d'innocence. Mais voilà, je pense que ça va se hisser un peu comme Migration au top de mes lectures de l'année. C'était vraiment très très chouette, et je vous le conseille. Si vous n'avez pas aimé La Maison Hantée, vous aimerez peut-être Nous avons toujours vécu au château. Et ouais, c'était vraiment très très chouette. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment de fantastique. La maison hantée, c'était vraiment du pur fantastique, dans le sens où on n'a jamais su si c'était la maison qui était hantée ou si c'était l'esprit des gens qui y étaient, qui se faisaient des idées. Là, on est beaucoup moins dans le fantastique, on est beaucoup moins dans les choses inexpliquées, mais il y a ce côté un petit peu ésotérique, et non, vraiment très très chouette. Dernière lecture avec On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver, et ça a été traduit par Martine Aubert. C'est une réécriture de David Copperfield de Charles Dickens. Je vous avoue que je me souviens plus si je l'ai lu ou pas. Mais si vous l'avez pas lu, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de le lire. C'est du coup l'histoire d'un garçon qui s'appelle Damon Fields et qui se fait surnommer Damon Copperhead, qui est né d'une mère toxico et d'un père mort juste avant sa naissance, sur le sol d'un mobil-home. Il naît comme ça. Et en fait, ça va un petit peu augurer le reste de sa vie. Il va naviguer de famille d'accueil en famille d'accueil. Il va vraiment faire partie des enfants maltraités, abusés. À 10 ans, on le met déjà à travailler dans des décharges. Enfin bref, c'est une vie qui est assez difficile. Ça se passe dans l'Amérique rurale, dans la Virginie. Et en fait, l'autrice est très très forte, puisqu'elle va nous dépeindre un peu ce portrait de l'Amérique rurale. Elle va nous parler de ce qui a amené en fait cette Amérique à être si abandonnée par le reste. Elle va parler aussi, et ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est un sujet que j'ai très très peu vu passer, mais elle va parler en fait de ce mépris qu'on a envers les gens de la campagne. Pourquoi est-ce qu'on considère que ce sont des pecnos? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'ils sont en dessous de ceux de la ville, alors que c'est juste une manière différente de vivre? Et en fait c'est très très bien expliqué. En tout cas il y a une piste de réflexion que moi j'ai envie de creuser parce que je pense que ça peut être très intéressant. Elle explique ça notamment par le capitalisme.
toujours le même, en disant que notamment les gouvernements capitalistes voient plutôt la richesse par l'argent. Et en fait, avoir des gens qui cultivent leurs terres, ça ne va pas du tout pour eux, puisque c'est des gens qui sont potentiellement ingouvernables, puisqu'il n'y a pas de levier en fait pour leur faire pression, à part retirer leurs terres évidemment. Mais ils invitent plutôt du coup ces gens à se rapprocher des villes, dans lesquelles ils font miroiter un tas de travail. Et le narrateur le dit à un moment, y a la pauvreté en ville et la pauvreté à la campagne, c'est pas la même chose, dans le sens où lui il a grandi dans cette pauvreté à la campagne, et les gens pauvres, et ben, s'ils ont faim, ils vont chasser, ils vont cueillir des choses. En ville, c'est impossible, et du coup, l'argent est encore plus au cœur des préoccupations des gens de la ville. Ça va parler aussi du scandale de l'Oxycontin, qui est un scandale sanitaire incroyable, incroyable dans le sens horrible. C'était dans les années 90-2000 je crois, et en fait il s'agit d'une drogue, d'un médicament qui était très 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 libéralement prescrit, alors qu'en fait il a un côté addictif vraiment horrible, et il a mis des millions de gens, il les a rendus accros, il les a mis dans une misère noire, et ça a été un énorme scandale sanitaire. Il y a plusieurs documentaires sur le sujet, je sais qu'il y en a sur Netflix, ça c'est sûr, donc si vous voulez creuser un peu le sujet, n'hésitez pas, c'est horrible, mais bon, c'est pas très très étonnant. Donc elle va parler de ça, elle va parler aussi des services sociaux, de comment on laisse de côté, comment on met si peu d'argent dans ces services qu'on laisse de côté des enfants. Elle va parler du coup de maltraitance, évidemment, c'est très dur. Damon Copperhead n'a pas du tout une vie facile. Et voilà. Elle va parler d'addiction aussi, il y a beaucoup, évidemment, si on parle d'Oxycontin, on parle d'addiction, mais pas que ça. Elle va parler de l'addiction chez les jeunes, de la ruralité, bref, elle aborde... En fait, Les voleurs d'innocence voulait être un petit peu un roman américain, ce qu'il n'a pas réussi à faire, alors que là, Barbara Kingsolver, pour moi, elle a vraiment écrit un roman américain. Je pense que c'est un roman qui restera... j'ai pas envie de dire que c'est un nouveau classique, parce que qui je suis pour dire ça, mais c'est vraiment un très très bon roman qui fait un... Ouais, qui balaye assez largement la condition. Je l'ai trouvé vraiment très très bien. Pour tout vous avouer, je l'ai arrêté à... Alors il fait 800 pages, c'est pas un petit morceau. Je l'ai arrêté à 500 pages parce que ils ont sorti une mise à jour sur Animal Crossing, et du coup j'ai passé quelques journées à fond dessus. Mais quand je l'ai repris, en fait, j'ai bouffé les 300 pages quasiment d'un seul coup, parce que c'est bon à ce point. La plume est un petit peu parfois... particulière, puisque du coup c'est le narrateur Damon qui nous parle, et donc il a une manière un peu à lui de raconter. Il y a certains passages que j'ai trouvé un peu moins bien réussis, parce qu'il part un peu dans des délires, il essaye d'être un peu plus lyrique, on va dire, et pour moi ça marchait pas vraiment, mais c'est touchant, c'est touchant. Damon est super touchant, c'est un gamin qui a vraiment un cœur plus gros que lui, et qui garde ce cœur plus gros que lui en grandissant malgré les épreuves. Il a une résilience incroyable, et c'est presque triste en fait de le voir aussi résilient, parce qu'il lui arrive un paquet de trucs. J'ai pleuré à plus d'une reprise, voilà, sortez les mouchoirs. Mais voilà, je comprends pourquoi il a gagné le Pulitzer. On va pas se mentir, vraiment un très très bon livre, donc pareil, je le conseille. Si les grosses briques ne vous font pas peur, je vous le conseille. Et pour les trigger warnings, alors maltraitance, addiction, mais je trouve que l'autrice a été suffisamment subtile pour ne pas rentrer dans le voyeurisme, dans le sens où elle va pas décrire les sévices en détail, elle va même laisser certains sévices plutôt implicite, dans le sens où c'est jamais vraiment détaillé, on se doute qu'il s'est passé ce genre de choses, certaines choses, mais elle ne nous les raconte pas, et j'ai trouvé ça très fort, parce que dans un livre tel que celui-ci, on pourrait vite tomber dans du trauma porn, et c'est pas le cas du tout. Donc voilà, un très bon livre, je le conseille. C'est ce qui conclut mes lectures. Donc comme vous l'avez vu, ça a été une très bonne moisson. Il y a juste 2 livres qui m'ont moins plu, mais sinon les 3 autres étaient vraiment de très très bonnes lectures. On est en janvier, donc c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais moi je pense qu'ils vont se hisser à la tête de mes coups de cœur de l'année.
Voilà. Et maintenant je vais faire un peu de blabla, donc si ça vous intéresse pas, je vous dis à bientôt, sinon vous pouvez rester encore un petit peu avec moi. La première chose dont je voulais vous parler, c'était j'ai donc fait une grosse pause pendant ce mois de janvier où j'ai arrêté tous les réseaux sociaux, Instagram, Goodreads et The Storygraph. J'avais en fait très très besoin de faire cette pause là parce que je me rendais compte que je perdais beaucoup de temps à faire ce qu'on appelle du doom scrolling, donc être sur Instagram et regarder des reels pendant des heures et des heures, un peu comme TikTok. Et je me suis rendu compte en fait, notamment avec ce mois de pause, que ça avait un effet désastreux sur ma santé mentale. C'est pas nouveau, je n'invente pas la roue, je vous apprends rien non plus, mais c'est une chose de le savoir et c'est une chose de se rendre compte, d'être aux premières loges pour s'en rendre compte. Ça a été désastreux sur le fait de me comparer à d'autres, sur le fait de vouloir des choses dont je n'ai absolument pas besoin. Enfin, les réseaux sociaux, c'est un piège qui est très très bien tendu, dans lequel on tombe très facilement, même quand on est conscient de ce qui se passe. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point j'étais tombée dans ce piège grâce à ce recul en fait. Alors j'ai un petit peu remplacé les réseaux sociaux Instagram par YouTube. J'ai beaucoup dévoré YouTube ce mois-ci, mais je trouve que c'est un tout petit peu différent. Si on reste sur des vidéos de plus long format, c'est quand même pas la même chose. Pour me sortir un petit peu la tête de tout ça, j'ai pris un abonnement à la salle de ciné. C'est bête à dire, mais en fait je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à me concentrer le temps d'un film, donc sur Netflix ou quoi que ce soit, c'est impossible pour moi de me concentrer trop longtemps, je finis toujours par faire autre chose, et faire autre chose ça finissait par me mettre sur mon portable, donc l'idée c'était pas de retomber dans ces travers là. Je me suis rendu compte que avec le ciné, je suis concentrée en fait pendant les 2 heures du film. Je peux pas sortir mon téléphone pour aller naviguer dessus. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi choisi de prendre un pass ciné parce que y avait pas mal de films qui m'intéressaient dans les mois à venir. Et du coup, ça me semblait beaucoup plus raisonnable de payer 22,90 par mois pour voir tous les films que je veux, plutôt que de payer 17 € mon billet à chaque fois, puisque voilà, c'est cher à ce point. et du coup, voilà, donc j'ai la chance de pouvoir me le permettre. Donc je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais moi, ça m'a vraiment bien aidée. Donc j'ai bien aimé aussi ouvrir un peu mes horizons. Ça nourrit différemment ma curiosité. C'est du divertissement qui est différent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je repars pour un tour. Donc en février, ça va être la même chose. Je pense que je vais pas mal aller au cinéma. Et les mois ensuite, sûrement aussi. Et du coup... mes conclusions sur cet arrêt des réseaux sociaux, je pense que je vais continuer parce qu'il y a 2 jours j'ai un peu craqué, je suis retournée sur Instagram et en fait j'y suis restée 3 heures. C'est comme quoi c'est super facile de tomber dans le piège même quand ça fait un moment qu'on n'y est plus. Du coup je pense que je vais continuer à rester éloignée de ces réseaux sociaux là. Par contre j'ai pas vu vraiment de différence avec The Storygraph et Goodreads. Je sais que j'ai moins envie d'y participer, j'ai moins envie d'écrire des reviews, j'ai moins envie de faire ce genre de choses, mais je ne vois plus l'intérêt de m'empêcher d'y aller parce que c'est pas des endroits où je vais vraiment perdre mon temps. Je vais peut-être aller naviguer un petit peu pour prendre des idées sur les lectures, mais pas plus. Par contre, ce qui m'a fait du bien de me détacher de ces réseaux-là, c'est que je suis plus dans cette peur de manquer quelque chose, dans le sens où je suis vraiment... j'ai mes lectures, j'ai mes envies, je m'écoute plus et du coup je vais moins être en mode ah ça j'ai envie de lire, ça j'ai envie de lire parce que telle ou telle personne dans mon feed de Goodreads l'a mis en lecture, l'a adoré ou ce genre de choses. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc peut-être que je vais continuer peut-être aussi ça un peu, essayer d'y aller moins souvent pour apprendre à renouer on va dire avec mes goûts littéraires et ma manière de faire et à peut-être ralentir un peu le rythme. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Je vous avais dit dans mes objectifs 2026, c'était de tenir un média journal. Je vous l'avais présenté d'ailleurs, il est là. Et du coup, je suis heureuse de vous annoncer que je l'ai fait. J'ai mis un peu de temps avant d'écrire dedans parce que j'ai cette maladie qui fait que quand j'ai un carnet, j'ose pas écrire dedans. J'ai peur que ce soit mal écrit, j'ai envie que ce soit parfait et du coup, j'ai tendance à arracher les pages quand ça me plaît pas, tout réécrire, etc. Et
ben c'est trop dur en fait à tenir, donc je tiens jamais mes carnets. C'est pour ça aussi que j'ai longtemps préféré les carnets spirales, parce que ça me permet d'arracher les pages sans que ça se voit. Mais cette fois-ci je me suis lancée. J'avais envie d'avoir quelque chose qui me corresponde, quelque chose qui me parle, et j'avais envie d'avoir un peu de décoration parce que c'est plus ludique que d'avoir que de l'encre noire sur des pages et des pages. Et en fait, je n'arrivais pas à savoir comment faire. Je voulais pas faire un bullet journal, je voulais pas faire du scrapbooking, enfin je voulais vraiment rester simple, garder les choses simples parce qu'il n'y a que comme ça que je sais que ça va tenir dans le temps. Si je dois faire un dessin tous les jours, enfin je veux dire voilà, ça va pas le faire, et en plus si mon dessin est raté, ça va me faire vriller. Donc l'idée c'était de trouver un système qui me corresponde, et ça a été le cas. J'ai par exemple, voilà, je sais pas si on va bien le voir, voilà. En fait je me suis acheté des surligneurs et je me suis dit que j'allais les attribuer à une catégorie de culturelle on va dire, avec une petite catégorie autre, et du coup je suis assez contente du rendu. Je vais vous trouver un endroit où il y a plus de couleurs, là par exemple. Donc c'est très simple, je le garde très subtil, mais moi ça me correspond. Je trouve ça donne un peu de couleur et en même temps ça n'empiète pas trop sur le reste. Vous voyez que bon, parfois j'écris beaucoup, parfois j'écris pas du tout. Il y a des films, il y a des livres, il y a des documentaires, il y a voilà, de la télé-réalité même. Je me suis mise à écrire sur la télé-réalité parce qu'à force d'en bouffer, autant en parler. Du coup voilà. Donc pour l'instant, bilan plutôt positif. Je suis assez contente d'avoir tenu le coup. Je trouve que ça me permet aussi de faire une pause après chaque produit culturel pour me demander si j'ai aimé. Parfois j'ouvre le carnet et j'ai juste envie d'écrire bah c'était cool, et après en fait je me dis non, il faut que je pense à la moi de dans plusieurs mois, à la moi de la fin de l'année, ou la moi de 2 ans, ou la moi de 10 ans, qui retombera sur ce carnet et qui se dira bah ouais c'est bien, c'est cool, mais qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu. Et c'est comme ça aussi je trouve qu'on voit qu'on évolue. Parfois je relis des critiques que j'ai écrites sur Goodreads et je me souviens pas du tout du livre, et en fait la critique va m'aider à me rappeler du livre. Parfois je lis des critiques et je suis en mode ouais tu peux pas faire encore moins clair. Et du coup en fait ça me permet d'intellectualiser un petit peu plus mon ressenti, dans le sens où je me permets d'aller un peu plus loin. C'est que pour moi, c'est pas pour les autres, donc il y a ça aussi qui me permet d'être un peu plus libre dans ma manière de m'exprimer, de pas chercher toujours le mot juste, la phrase qui catch, ce genre de choses. C'est vraiment plutôt d'écrire ce que j'ai pensé. Ça peut être de la photo, ça peut être de la musique, ça peut être de l'histoire dans un film, dans un livre, ça peut être par exemple les dialogues m'ont beaucoup plu mais l'univers était moins sympa, ce genre de choses. Et je pense que c'est chouette. Donc si jamais ça vous tente, franchement, lancez-vous. Et si jamais vous avez peur d'écrire dans des carnets, je conçois tout à fait puisque j'ai la même peur, mais lancez-vous. Ça sert à rien d'être parfait. On s'en fiche, il n'y a que vous qui allez le regarder. À un moment donné, je comprends qu'on a envie d'être entouré de belles choses, mais on peut pas faire des belles choses si on ne fait pas ce premier pas de faire la chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal parce que je suis une perfectionniste dans l'âme. Je ne m'engage jamais dans une activité que je sais que je vais échouer. Ou alors que je vais pas maîtriser. Voilà, je veux progresser toujours très vite, je veux arriver à un résultat qui me satisfasse toujours très vite, et j'ai du mal à me lancer et à être imparfaite. Et je trouve qu'un carnet qui donc n'a pas de spirale est vraiment bien pour ça, dans le sens où je suis obligée d'écrire, j'écris, parfois il y a des ratés, parfois il y a des ratures, ça fait partie de la vie aussi, et en fait au fur et à mesure, plus j'en ferai, moins ça me posera question, je pense, d'écrire dans mes carnets. Et j'ai envie de renouer vraiment avec l'exercice parce que je trouve qu'il est très important pour ma santé mentale, mais pour tout le reste. Donc, si jamais ça vous fait peur, lancez-vous. Voilà. Et du coup, c'est sur ces mots que je vous laisse. Je vous retrouve du coup dans 15 jours pour une vidéo thématique. J'espère qu'elle vous plaira et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut!